Hop, je vais couper le son ici. Bienvenue au premier hors-série de la boucle infinie, où est-ce que je vais vous parler de certains patterns de programmation. Comme certains le savent, j'ai récemment été accepté comme contributeur au projet du hack de la NES classique, que j'ai parlé beaucoup sur le show. Et en fait, pourquoi je vais le faire, c'est que quand je regardais le code, j'étais vraiment pas satisfait de la qualité et de la base, en fait, qui était faite. Et je vais parler un peu du pourquoi et définir comment je l'aborde. C'est pas des patterns, je parlerai pas du patron, factory, comment le faire, des choses comme ça. Je vais parler plus euh, hands-on, des choses très de base, sans être directement dans du UML straight ou du MVC, un standard bien défini. Là, ça va être assez haut niveau. Je vais commencer tout de suite. Je sais pas combien de temps ça va durer en passant et je sais pas ce que ça va donner, mais c'est ça. J'ai pas de bière non plus, j'ai de l'eau pérille. Euh, donc, ici, sur Facebook Live, si la qualité n'est pas belle pour voir le code, on va poster sur YouTube tout de suite après, dès que j'aurai fini d'enregistrer. Ça va vous permettre de bien voir qu'est-ce qu'il y en est. Normalement, j'enregistre en 1080p. Espérons que l'enregistrement va avoir fonctionné. Donc, première des choses, quand on développe une application de base, essayez de diviser le, vos données des formulaires. Donc, si je regarde ici, dans mon main form, le main form avant de l'application de Nesmini, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je peux la démarrer ici. Et main form, c'est un très mauvais nom aussi pour définir un formulaire. Appelez-les, je vais dire formulaire principal, c'est vraiment pas un bel exemple. Euh, Dites qu'est-ce qu'il fait un game selector, le main menu, peu importe. Parce que si jamais vous décidez de changer c'est quoi le formulaire principal, ben, vous êtes fait. Ouais, ça c'est pas super. Donc en gros, l'application ici, c'est une librairie de jeux que vous définissez et que là, vous pouvez synchroniser avec votre NES classique, NES Mini. Donc, avant que je rentre dans le projet, tous les jeux, la librairie complète, dans le fond, était stockée dans Mainform. Euh, c'est vraiment pas super parce que qu'est-ce qui se passe? On va essayer tous les modes installés, par exemple. On peut installer des modes pour modifier la NES classique, donc tu peux modifier le visuel de la NES classique, tu peux racheter des émulateurs, tout ça. Les modes installés sont contenus dans Mainform. Donc, si je veux y avoir accès, je dois passer par le Mainform. Même chose Clover Shell ici, c'est un utilitaire euh, pour communiquer avec la NES classique quand il est branché USB, qui permet d'envoyer comme un passe-série un peu un shell. Euh, et il est stocké dans mon mainform. Ça fait pas de sens parce que si je développe un autre formulaire ou n'importe quel autre visuel qui a besoin d'utiliser, ou un autre utilitaire qui a besoin d'utiliser, j'ai pas accès. Il faut que j'y envoie mon mainform. J'ai pas besoin du mainform, j'ai juste besoin dans le fond de mon internal mods. Euh, Ici, ça pourrait être des variables qui sont pour la stocker temporairement, mais je sais qu'ils sont utilisés, c'est le principal et c'est pour ça aussi qu'ils sont publics statiques en plus. Donc là, je fais mainform.clovershell pour avoir ma connexion. Ça fait pas de sens. Et pour contrer ça, dans le fond, souvent, qu'est-ce que je vais faire quand c'est des choses ici, tu sais, c'est public statique, c'est parce que je risque d'en avoir besoin partout. Je vais faire des managers. Les managers, je suis un gros fan de ça. C'est pas un pattern de programmation qui existe, mais il en inclut certains. Un manager va être quelque chose à côté qui va juste servir à gérer quelque chose. Donc, la première chose que j'ai faite quand je suis embarqué dans le projet, j'ai fait un game manager. Lui, dans le fond, c'est un singleton. Si vous ne savez pas c'est quoi un singleton, c'est assez la base. Faut, je pense, pour programmer, il faut savoir c'est quoi. Donc, en fait, c'est que partout dans mon code, je peux faire manager.gamemanager.getInstance va me retourner mon manager. Un singleton, tu vas l'utiliser quand on a besoin de juste un. Donc, j'aurai jamais deux game managers en même temps. Je vais toujours en avoir un et je ne veux pas avoir à le référencer nulle part, donc je fais un singleton. Et dans le fond, bon, on fait un private statique pour garder son instance, un constructeur privé, et on fait un public statique getInstance pour le retourner le constructeur et le construire si besoin. Puis, ton manager, il veut contenir toutes les opérations qui vont se passer avec quelque chose. Donc, il ne va pas juste, par exemple, la connexion, il ne veut pas juste te retourner une connexion puis c'est tout ce qu'il fait. Il veut, tu sais, en fait, je mélange un peu les patterns, les singletons et les managers. C'est que
ma connexion en tant que telle, elle devrait être un singleton. Donc, je ne devrais pas passer par un manager. Donc, si ça, j'en fais un singleton, partout dans le code, je pourrais aller chercher Clover Shell Connection.getInstance, ça va me donner ma connexion. Ma connexion, c'est impossible que j'en ai deux. En fait, la deuxième connexion au Nest Classic est toujours refusée. Donc, ça serait un candidat idéal pour faire un singleton. Et je reviens au manager. Mon manager, lui, a plus une gestion à faire de jeu. Il est là. Puis, à chaque fois que j'ai du code à faire par rapport à un jeu, si je suis dans un formulaire et je suis en train de vouloir faire quelque chose, puis ça touche à un jeu, ça va dans le Game Manager. Donc, je veux retirer un jeu, je le fais jamais par le visuel. Même si je vais aller chercher mon Game Selector par exemple, je veux, je veux deleter un jeu. J'ai mon contexte menu ici. Je veux faire, je veux deleter mon jeu. Ben, au lieu de enlever mon item de là, je fais juste faire .delete game. Je fais mon getInstance.delete game. Donc, j'ai même pas touché à mon visuel pour enlever mon lot. Je fais juste le deleter par mon manager. Je passe les paramètres requis. Ici, je m'assure aussi que je peux traiter une liste. Ça, c'est un dérivé, dans le fond, d'apprentissage de force de Salesforce. Tu ne veux pas avoir à faire un for each, jamais. Quand tu implémentes une méthode, tu veux pas avoir à appeler une méthode 50 fois ou un nombre indéfini de fois. Tu veux l'appeler une fois. Donc, tu veux t'assurer de pouvoir toujours appeler quelque chose avec une liste plutôt que juste un. Donc, peu importe où tu veux l'appeler dans n'importe quelle condition, tu vas avoir une ligne de code à faire plutôt que de faire un repeat sur quelque chose. Et comment ça gère en fait pour que je puisse aller effacer de mon UI? Mon manager, il y a un événement. En fait, je fais mon directory. Je vais passer ici. Qu'est-ce que je fais dans le fond avant de parler de mon événement? Euh, bon, là, je reçois ma liste de jeux d'effacer. J'efface le directory. Je l'enlève de mon game library. Puis là, j'ai mon événement ici. Qui est, si j'ai quelque chose enregistré à mon événement, je l'enlève. Ce que ça m'apporte, c'est que je peux avoir n'importe combien de visuels ou n'importe quel module qui affiche ma librairie de jeux. Il va savoir qu'est-ce que j'ai d'effacer. Donc, par la bande, si je retourne à mon Game Selector, ici, à son initialisation, j'ai un événement Games Removed sur lequel je vais faire pour chacun de mes checklist box. Si c'est le jeu que je viens d'effacer, je l'enlève. Pour dans mon tree view aussi, j'ai deux manières d'afficher ma game library. Je viens de l'effacer. Donc, quand je fais mon delete, qu'est-ce qui arrive? En fait, c'est mon manager reçoit le delete en tant que tel. L'événement va être lancé. Mon visuel va recevoir l'événement de delete et va l'enlever du visuel de par lui-même. Même chose pour des selected. Moi, j'ai des checkbox. Euh, c'est un niveau plus profond en plus, le checkbox. Je peux remonter le flow. Oups. Parce qu'on voit ici, supposons par système, on va prendre un jeu de Game Boy, 4-in-1 Fun Pack. Je l'ai ici aussi, 4-in-1 Fun Pack. Si je viens cocher ici 4-in-1 Fun Pack, il est coché automatiquement ici, puis il est même sélectionné. En fait, non, la sélection, c'était random. Mais si je coche n'importe quoi, on va cocher Aladdin au Game Boy. On va checker Aladdin au Game Boy et cocher ici. Donc, comment ça s'est passé, ça? Ça a été relativement straightforward à coder. Ici, j'ai un événement sur mon checklist box qui est item check. Où est-ce que j'ai mon S-mini application. J'ai trouvé celle qui est liée avec l'item que je viens de cocher. Je viens comme même pas valider mon état de checkbox. Je fais juste prendre, j'ai une propriété de mon S-mini application qui est selected. Cette propriété-là, quand je la change, j'ai un événement sur ma S-mini application qui est j'ai changé ma valeur de sélectionner. Donc, j'ai changé l'état du checkbox. Et dans mon game manager, mon casque se déconnecte tout seul quand il n'écoute rien. Donc, ici, j'ai mon événement, mon jeu qui a été sélectionné. Si je retourne dans mon Game Manager, quand je rajoute des jeux, Add Games,
je m'enregistre. Si je ne l'avais pas déjà dans ma librairie, je l'enregistre automatiquement l'événement dans mon manager. Et je vais lancer plus tard mon événement. Je l'ai ajouté à ma librairie. Et je me suis assuré aussi, petit aparté, si j'appelle une méthode addGames avec plusieurs jeux, je m'assure de lancer l'événement pour ceux que je viens vraiment d'ajouter. Donc, si je l'avais dans ma librairie, quand je vais lancer mon événement, je vais juste lancer pour ceux que je n'avais pas dans ma librairie. Comme ça, si mon visuel n'aura jamais besoin de gérer est-ce que je l'ai déjà d'afficher ou pas. Mais mon Selected Change, ici, je suis enregistré. Tout ce qu'il fait, en fait, j'ai un flag ici si je suis pas dans ma batch. Donc, des fois, je vais en sélectionner 50. Par exemple, quand je load mon visuel, genre un item check qui va changer. Euh, je vais pas, je, je vais lever un flag ici qui est juste un bool statique. Si je suis pas en train de processer une batch, je vais sauvegarder mes changements dans mon fichier qui sauvegarde mon état. C'est un XML. Ou un .ini, je pense en plus, lui. Mais je veux pas, si je suis en train d'en cocher 50 en même temps, c'est quand je coche un folder. En fait, quand j'en sélectionne, je peux cocher un checkbox qui va aller sous-cocher mes 50 autres en dessous. Et c'est ça, je veux pas sauvegarder mon fichier 50 fois, je vais attendre que ma batch soit finie avant de les sauvegarder. Et là, bon, mon manager a reçu l'état que j'ai un jeu, et c'est que son état est changé. Je ne respecte pas 100% les patterns que je disais tantôt ici, j'ai pas passé une liste, mais ça serait le best que je passe une liste. J'ai mon événement Selected Change. Donc, je vais trouver mon event, c'est lui ici. Je vais faire une référence. Je vais trouver dans mon Game Selector ici. Donc, quand j'ai un Selected Change, je vais parler tout à l'heure des Invoke. Euh, donc, je vais valider, je vais le cocher, je vais le trouver dans mes items et je vais le cocher. Euh, Souvent, on essaye de faire aussi si mon état a vraiment changé. Donc, ça va faire que si, euh, par exemple, j'aurais peut-être dû faire if tn étant mon tree node, voyons, tn.check n'égale pas app.selected. Pourquoi? Parce que je ne veux pas lancer mes sous-événements. Ici, c'est peut-être un set qui va exécuter du code et qui ne validera pas ça et qui va lancer des événements. Donc, moi, je veux valider de ne pas le lancer pour rien. Et je veux ici, si j'ai un parent, je ne vais pas faire un validate folder check si je n'ai pas vraiment changé. Donc, c'est bien de toujours le valider ici. Et c'est ça, j'ai updaté mon visuel. Donc, partout où est-ce que je veux toucher à des jeux, afficher des jeux, je viens juste m'enregistrer à ces événements-là de mon Game Manager. Et je peux après ça aller les afficher et me fier que tout fonctionne. Donc j'ai juste un New Games Added, New Games Remove et Selected Change. Je m'assure aussi dans mon Game Manager que quand lui est exécuté, il charge la librairie. Et dans le fond, il va lancer mes événements. Donc tous mes visuels vont recevoir le Add New. Ils vont pas aller chercher la liste des, euh, des jeux présents dans le Game Manager pour en fait pas avoir deux processus qui font la même chose. Tu sais, si je fais un add game, j'ai déjà un processus qui va ajouter les jeux que je reçois en paramètres dans mon visuel ou les entrées que je reçois en paramètres dans mon visuel. Euh, Tu veux t'assurer de ne pas dupliquer ce bout de code-là. Donc, quand tu initialises, j'ai trouvé mon load game, load library. Qu'est-ce que je fais en fait? Je m'assure aussi qu'à mon call, je peux l'appeler plusieurs fois. Je vais finir ce petit bout-là avant. Bon, je m'assure, je fais mon clear, je m'assure de lancer mon add games ici à la fin. Et j'ai des flags aussi pour me dire si je suis dans des grosses opérations lourdes comme un load library ou est-ce que je vais en loader beaucoup des jeux. Euh, je me lève un flag, comme ça si j'en ai besoin de savoir dans mon visuel est-ce que je suis en train de faire mon load initial ou pas. Je peux savoir parce que je pourrais gérer si je le reçois ou pas, si je veux traiter ou pas mon ajout. Si je voudrais avoir un formulaire qui m'affiche juste les jeux que j'ai loadés depuis depuis le premier chargement de l'application, ben j'ai juste à m'enregistrer à mon événement Add Games, mais euh, je regarde si Loading Library est à vrai. S'il est à vrai, je le traite pas.
Euh, Autre chose aussi, tu vois, le load library, c'est. Je vais faire un final référence. En fait, je l'appelle. En fait, ah non, c'est pas ça. Je suis ici. Je l'appelle dans mon main form. J'aurais pu très bien l'appeler aussi dans mon constructeur de Game Manager. Par contre, le problème que ça cause, c'est que dans mon constructeur en fait va être appelé sur le getInstance. Ici, le premier getInstance qui va être exécuté. Donc, j'appellerai mon load library. Et là, mon game added, je suis toujours pas, et mon game remove, je suis toujours pas enregistré à mon événement, donc je perdrai mes événements. Fait que souvent des choses qu'on va charger beaucoup de données d'un fichier par un manager, tu vas te laisser euh, ton first load manuel à appeler. Je retourne dans mon load library. Tes méthodes aussi comme ça, tu t'assures que tu peux les rouler plusieurs fois. Donc, par plusieurs fois, je veux dire, tu vas les clearer. Tu vas clearer toute ta mémoire dans le fond et tu vas appeler les bons événements. D'habitude, c'est pas grand chose. Tu vois ici, je fais juste un game library.clear, puis j'appelle mon game remove avec mon game library au complet. Ça va me permettre de partout ailleurs pouvoir juste faire .load library et puis ça va recharger tous mes fichiers. Par exemple, j'ai codé récemment quelque chose qui va aller chercher les jeux qui sont stockés sur la NES classique. Les jeux sont téléchargés et les fichiers en fait. Et tout ce que je fais un load library parce qu'il va aller lire mes fichiers, s'assurer que les jeux sont là. Et plutôt que d'avoir à réimporter les jeux, ma procédure d'import est déjà là. Je n'ai pas besoin de la refaire. C'est sûr, c'est pas super optimal, mais ça fonctionne bien. J'aurais pu aussi faire que je fais un load puis un clear. Puis mon clear, ce serait selon un paramètre. Et que là, quand je load, je regarde si j'ai déjà un jeu qui est loadé à ce folder-là, qui est associé à ce folder-là. Mais, pas obligé. Autre chose que je veux parler, les. C'est pas le async task, mais ça va venir le async task. Euh, les invoke. Quand je suis enregistré dans mes événements, ici, puis je suis dans un visuel, en fait, moi je suis habitué en .NET, mais c'est sûrement valide dans n'importe quel langage. Tu t'assures que tu n'auras pas de problème de thread. Donc, dès que tu vas toucher un composant visuel, ici, je viens de cocher un checkbox ou je viens changer le nom, le label de quelque chose. Ben, en .NET, en tout cas, tu as invoke required. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va valider est-ce que mon formulaire ou mon contrôle visuel a été créé dans le même thread que je suis en ce moment. Si je ne le suis pas, je rappelle ma méthode. Si j'ai pas besoin d'invoke, mais si je fais this.invoke avec mon, ma méthode et mes paramètres, qui est lui que j'ai reçu ici, et ça va me permettre d'être thread safe. Donc, partout où est-ce que j'ai du visuel qui touche, je peux l'appeler à partir de n'importe quel thread, ça va bien fonctionner. Une autre chose qui m'a beaucoup irrité quand je suis rentré dans le projet, euh, tout fonctionne ici par un worker form. En fait, c'est un formulaire qui est dans le fond une progress bar pour traiter toutes les opérations longues. J'ai ici DOM kernel, flash kernel, memboot, upload games, download all cover. Upload games pour envoyer les jeux vers la NES classique, flash kernel pour mettre un nouveau kernel dessus, et DOM kernel pour aller faire un backup du kernel actuel, et download all covers pour aller chercher les pochettes des jeux que tu as dans ta librairie sur Google. On voit, bon, ça c'est quand même un petit peu relié, ça touche tout à NES classique, c'est pas super. Download all covers, aucun lien, ça cherche sur Google. Et j'ai aussi des méthodes de splitter des folders ici. Le traitement des folders est fait par là. Ça fait moyen de sens, je dirais. Et pourquoi il a fait ça? C'est que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui étant le créateur original de l'application, c'est quand même un bon gars, un bon codeur aussi. Là. Il a fait des choses à très bon niveau. Mais quand on tombe sur du plus haut niveau comme ça semble être. Désolé. Donc, ouais, ça semble être beaucoup plus difficile pour lui quand on tombe plus haut niveau. Euh, et on va essayer, il se ramasse avec un paquet dans le fond
de valeurs stockées dans son formulaire qui font plus ou moins de sens. C'est pourquoi dans mon worker form qui download des images sur Google, j'ai besoin du max compress RAM FS size, puis de la mémoire réservée sur la NS Mini, puis un paquet de folders, puis des MD5 de kernel. Ça fait pas de sens. Et là, il y a plein de méthodes ici, wait for Clover Shell. C'est, tout est pas bien regroupé. Et c'est un peu ce que je disais aussi de séparer les datas du visuel. C'est la base de MVC dans le fond, mais sans être du vrai MVC. Tu as trois groupes à respecter. Donc, tu as ton visuel, à quelque part, qui va être tes composants ou tes formulaires. Euh, pour Kevin, qui dans le fond a manqué le début, je suis rendu contributeur sur le projet. Donc, je peux committer direct dans le repository principal. Et tu m'as fait perdre mon flow, Kevin. Donc, oui, la base MVC, dans le fond, tu as ton visuel qui va être ton form, tes composants visuels. Tu vas avoir tes données. Donc, un peu les managers qui vont lire des fichiers, écrire des fichiers, garder une librairie, jouer dans la librairie. Et tes fonctionnalités. Où est-ce que là, tu vas traiter tes données de manière plus hardcore, disons. Donc, dès que tu es en train de faire du traitement de données, ça n'a pas d'affaire dans ton formulaire. Tu es en train de loader des datas, ça n'a pas d'affaire dans ton formulaire, fais une classe. Au moins, fais juste une classe à côté, puis appelle ta classe à partir de ton formulaire, ça va déjà être beaucoup plus propre. Et là, tu vois, lui, s'il parle à une NES classique à partir d'un formulaire, ça fait aucun sens. Euh, euh, et le problème, en fait, qu'il y avait dans son worker form ici, c'est que si tu traites des choses assez lourdes, par exemple, faire un dump de kernel, ça peut prendre 15-20 secondes à faire. Tu ne veux pas bloquer ton, UI, ton thread de UI. Donc, tu vas partir un thread. C'est pour ça qu'il y a sa méthode start thread. Lui, en fait, tu venais assigner task à un enum qu'il avait fait. Et là, il faisait un switch sur sa méthode à appeler. Que là, si je vais faire do kernel dump, voici ce qui se passe. Il se fait des set progress. Qui va, après ça, ça va aller invoquer son thread de UI pour aller updater sa progress bar. Mais tu sais, il y, a plein de méthodes comme ça, random. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé quelque chose que le nom est pas bon, c'est Taskable Tool. Mais en fait, ça devrait plus être un Taskable Process, qui est une classe abstraite. Dans le fond, c'est que je ne peux pas instancier un Taskable Tool parce que j'ai des méthodes non implémentées dedans. Un Taskable Tool, j'ai mis qu'il y a un nom et va avoir plusieurs événements ainsi qu'une méthode abstraite execute. Donc, on voit qu'un jour, je vais devoir implémenter la méthode execute pour toutes mes tasks. Et j'ai plusieurs méthodes qui vont être report, plusieurs événements qui vont être mes erreurs, completed, un status et un progrès. Un progrès étant en %, un status étant un texte. Et une erreur ayant un message est fatal ou non. Après ça, si je vais par exemple ici importer mes jeux, donc si j'implémente Taskable Tool, j'ai mon constructeur ici qui va appeler ma base, qui va lui setter un nom. On se rappelle que mon Taskable Tool ici a un nom de name. Et je peux quand même recevoir n'importe quel autre paramètre. J'implémente execute. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je fais un report progress avec un pourcentage quand je peux. Et un report status quand je veux appeler. Je veux mettre un label. Je dois l'avoir à quelque part. Report status ici. Avec un string qui provient de mes ressources pour dire que je suis en train d'ajouter des jeux. Et là, bon, ça c'est pas super propre parce qu'en fait j'ai juste pris son code et je l'ai mergé ici. Et il y a du UI qui se passe où est-ce qu'il y a des message box qui sont là. Ça fonctionne, c'est pas malade. Faudrait théoriquement, avant que je parte une thread comme ça, que toutes mes alerts, mes validations aient été faites préalablement. Donc, tu viens ramasser tous tes résultats de messages et tu vas les afficher. Si tu as des exceptions, ben là, tu arrêtes ton processus et tu le repars au besoin. Mais c'est juste pour les exceptions. Là, lui, il fait que si un type de fichier, si c'est un .NES et il y a un tel flag de lever dans le fichier, ben je vais prompter le user, veux-tu faire ça? Ben il faudrait tout que je les demande avant, dans le fond. Mais bon, je l'ai implémenté comme. J'ai juste copié son code, j'ai fait ça ce matin. Et qu'est-ce que j'ai rajouté après ça? J'ai un form ici qui s'appelle Async Task.
qui dans le fond, lui, a une progress bar, un label, un titre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'un taskable tool en paramètre. Quand il reçoit son taskable tool, il set son texte, donc le texte en haut qui était marqué async task, comme le nom de la taskable tool. Il reset sa progress bar, s'enregistre aux événements du taskable tool, et lorsqu'il est affiché, il part le thread. Et that's it. Quand il reçoit ces événements, encore le invoke pour le thread safe, il vient updater sa progress bar, il vient changer son texte, et c'est ça. Et ça fait que si je veux importer des jeux, ben je fais un new async task, je passe un new import game en paramètre, puis mon import game en fait a besoin une liste de folders. Je passe ma liste de folders, il va les importer et il va garder son UI à jour. Puis après ça, je peux juste, j'ai une autre tâche complètement pas reliée qui est Fetch Original Games, qui dans le fond, ça, fallait prendre les jeux de sur la NES classique, les downloader, donc les ROM, les définitions et tout ça, les pochettes, les downloader en local pour pouvoir les traiter dans le logiciel. Et c'est la même chose. Je reçois une connexion vers la NES classique en paramètres. J'ai tout mon flow qui se passe ici, toute ma logique. Et enfin, j'appelle completed. Je fais un gros try catch ici qui va faire. Dans le fond, moi, je viens rebooter la NES classique s'il y a eu un problème. Parce que des fois, j'étais en milieu de traitement, je peux avoir affiché quelque chose en NES classique, donc je la reboot pour être sûr. Et je rapporte une erreur comme de quoi est fatale. En étant fatal, c'est que moi, dans le fond, non, je fais plus rien non plus après. Donc, si mon formulaire ne ferme pas, j'ai pas de manière de fermer mon formulaire. Mais c'est dépendamment de l'implémentation de ton formulaire. Ton formulaire pourrait se faire fermer. Donc, je pourrais implémenter un autre formulaire qui va afficher mes données différemment, qui aurait un X et qui me permettrait d'aborder mon thread. Mais je l'ai pas fait. Puis là, ben, quand je reçois une erreur fatale, je pourrais juste changer le visuel ou je peux fermer je peux fermer le formulaire. Euh, Autre chose aussi qui est assez importante, je dirais. Organisez vos folders. Organisez votre code source. Des fois, on tombe sur des choses, c'est incroyable. Soit ici, fait le libre. C'est quoi ça? Euh, Ça a l'air d'être une librairie pour parler à du USB. En fait, je suis même pas sûr qu'elle est utilisée parce qu'on a libwin-USB en ce moment. Mais essayez de regrouper vos choses. Tu vois, moi, j'ai créé, je le clean lentement le projet, tu sais. Mais je vais créer ici un folder UI où est-ce que j'ai mes composants, j'ai mes formulaires dedans. En fait, ça ici devrait être dans composants. Il faudrait changer de namespace pour que ça fonctionne, là, mais tu essaies d'être propre pour que quand tu cherches quelque chose, t'es pas, ah, c'est-tu dans Driver ou dans Fellib ou dans Data ou tu sais, c'est dans quoi. Puis là, tu te retrouves là-dedans. Aussi, j'ai 8 formulaires, ben, même plus que ça. J'ai un tar stream, puis j'ai un taskbar progress qui font des choses. Tu sais, j'ai du traitement de données, j'ai du UI, j'ai. Essaye de regrouper comme ça. J'ai beaucoup trop de folders aussi, tu sais. Ça fait que chercher, savoir qu'est-ce que quelque chose fait, c'est pratiquement impossible. Comme j'ai 7-zip ici, mais c'est un tool 7-zip. Tu sais, je devrais être dans tooling probablement. Ou un external tool. Et je pense, dernière chose, avant que je retourne travailler, il faudrait que je montre ici avant, dans un autre. J'avais créé une application aussi avant que je sois contributeur au projet qui me permet de jouer avec la librairie du jeu. Et pourquoi je la montre en fait, c'est que je vais juste montrer la structure avant du projet. Quand, tu sais, c'est beau faire de l'héritage, c'est beau faire des classes abstraites, des choses comme ça, implémenter des interfaces qu'on se définit, mais il faut pas virer fou non plus. Par là, je veux dire que, on voit ici, j'ai une NES Mini application, qui dans le fond est qu'est-ce qu'on envoie sur la NES classique. C'est une base. Dedans, il y avait quand même tout son code de traitement, toutes ses propriétés. C'était pas super propre. Mais là, il a implémenté euh, mon autre Visual Studio ici. Il a implémenté des arcade games qui sont un NES Mini application, mais et qui avait implémenté dans le fond, le constructeur échangeait un Google Suffix pour quelque chose de hard-codé. Un Atari 2006 game.
même chose. Un FDS game, il avait changé la procédure d'import. Une nouvelle procédure d'import, en fait, parce que cet import-là n'existait pas dans la NES classique, dans la NES Mini Application. Game Gear Game, même chose. GBA Game, même chose. Qu'est-ce que ça faisait en fait? C'est que là, oui, j'avais une classe, je pouvais faire un if NES Mini Application is Game Gear Game. Puis là, qu'est-ce qui arrivait? C'est que quand on importait, on allait dans une table de mapping où on gardait les types de. Je l'ai ici, là. On avait les classes et les extensions et les default tabs, c'est l'executable sur NES classique. Donc, tu allais chercher ta classe ici. Tu allais chercher toutes tes extensions, donc selon ton extension de ROM que tu es en train d'importer, on savait la classe qu'il fallait que tu castes. Puis là, grâce à la réflexion, je dois l'avoir ici à quelque part, peut-être même pas. Avec la réflexion en ayant le type, on pouvait invoquer le constructeur. Mais il n'y a tellement pas de différence entre chaque type que ça vaut pas la peine. La seule majeure différence qu'il y avait, c'était entre les NES games, les FDS games, puis les autres. FDS étant Famicom Disk System. J'ai commencé à cleaner. Dans le fond, j'ai tout effacé les autres classes et j'ai rendu un attribut. Euh, j'ai rajouté le Google Suffix que finalement c'est détecté selon un nom que j'y passe en paramètres. C'est un niaiserie cette affaire-là. Mais si je vais dans NESGame, qui lui est un NES Mini application, j'ai des procédures d'import complètement différentes. Puis pourquoi? C'est que dans le fond, je dois valider est-ce que j'ai des patchs pour les NES Games? Est-ce que j'ai des codes de Game Genie? Est-ce que j'ai une référence dans un fichier XML qui va définir déjà mes attributs avec mon CRC de ROM ou quoi que ce soit? Mais c'est pas malade parce que si je veux implémenter, disons, la même fonctionnalité, on voit ici, je vais essayer de trouver mon XML, les patchs. J'ai un folder avec des fichiers IPS pour patcher un fichier et qui, si j'ai un ROM qui a le même nom ou le même checksum, je vais pouvoir. Le IPS va être. Il y a un form qui va me demander est-ce que tu veux appliquer le IPS pour le ROM que tu es en train d'importer. Ça marche pour les NES, mais si je voudrais le faire pour le Game Gear, même chose, ben, je suis obligé de dupliquer mon code. Puis, je suis obligé dans le fond, pas juste de dupliquer mon code, je suis obligé de me définir une autre méthode d'import avec d'autres paramètres. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est dans ma méthode d'import, il faut que j'aille définir, faut que je valide ces choses-là. Tu veux le faire le plus générique possible. Même chose pour Game Genie. Je sais pas si on le voit le Game Genie ici. Ou juste, par exemple, ici, il détecte les mappers. Je pourrais juste avoir une méthode virtuelle de base dans NES Mini Application qui me dit, pas une méthode virtuelle, une méthode normale, qui dit est-ce que mes mappers sont tous supportés? Puis là, je retourne true de base. Et dans une classe comme une NES Game ici, j'ai overridé, si j'appelle ça, j'override ma méthode qui existe. Et là, je fais, bon, ben, si je vais traiter mes mappers, je vais détecter est-ce que je le supporte vraiment. Comme ça, ben, je suis pas en train de sortir et de définir des nouvelles méthodes. Quand tu viens implémenter dans un contexte comme ça, où est-ce que ton type ne changera pas vraiment ton behavior, viens pas de définir de nouvelles méthodes, essaie de les garder le plus bas possible, dans le fond, dans ton architecture d'objets. Et aussi, dernière chose, dernière, ici, euh, Clover Shell Connection. J'en ai parlé un peu tantôt. Clover Shell Connection, c'est ce qui me permet de parler à la NES classique. Elle est ici, je ne sais pas si vous la voyez. Et qu'est-ce qu'on fait avec Clover Shell Connection? Qu'est-ce qu'il fait dans le fond? Genre la connexion USB directement. Donc, parle avec un USB device. Et il va me permettre de faire des write. Je vais retrouver ma méthode là. Execute. Donc, il me permet d'envoyer des commandes. Si je vais dans mon worker form, j'ai ici qui exécute des commandes. df, /dev, /nancy, tail, blablabla, avec un grep. Et umount, rm, rf. Exécute des commandes Linux. C'est très
bas niveau, dans le fond. Surtout quand tu travailles avec des strings comme ça. Fait que moi, quand j'ai commencé à jouer là-dedans, bon, justement, j'ai ma Clover Shell Connection, je voudrais savoir l'espace libre. Comment est-ce que je fais? Mais lui, partout où il avait besoin d'espace libre, prenait sa connexion, appelait la même méthode avec le même paramètre. Mais c'est un problème. Parce que si jamais tu veux changer la méthode que- qui te retourne l'espace libre, t'es fait, tu dois la changer à 5 ou 6 places. Fait que pour ça, j'ai créé un Clover Shell Wrapper. On a déjà parlé que Clover Shell Connection devrait être un singleton. En fait, c'est mon Clover Shell Wrapper qui devrait être un singleton qui lui devrait garder une instance de connexion. Mais bon, mon Clover Shell Wrapper va me permettre d'être un peu moins bas niveau. Va me permettre, dans le fond, euh, d'avoir un get game folder, d'avoir un get available disk space. Je vais l'avoir appelé get disk space info. Qui lui, bon, appelle les méthodes qu'il a besoin, les parse le résultat, et me retourne l'information déjà traitée. De cette manière-là, si je change ma méthode d'aller chercher le disk space info, ben, je retourne quand même la même structure de données, ou une structure de données modifiée que je traite autrement, mais j'ai plus à me rappeler de la méthode que j'appelle directement sur la NS classique. Je n'ai pas à traiter ça et à implémenter à chaque fois. Même chose pour un peu tout. Je veux prendre un screenshot. Si je veux prendre un screenshot de n'importe où, en ce moment, lui, il y avait une méthode public statique, mais elle était dans worker form. Fait que je l'ai juste ramené, mais justement, en étant dans worker form, si tu codes ailleurs, puis c'est pas toi qui l'as fait, tu sais pas que la méthode est là. Donc, dès que je veux parler à ma NS classique, je fais Clover Shell Wrapper, je vais faire, j'ai mes méthodes, je vais avoir point screenshot, je vais l'avoir direct là. Je upload un fichier, mais j'implémente de toutes les manières que j'ai de besoin. Si j'ai besoin avec un stream, avec un texte pour écrire dans un fichier texte, euh, avec le stream, c'est déjà assez de base. Là. Si je veux déliter un fichier, je veux appeler le plus possible parce que je veux pas jamais avoir à traiter de string ailleurs. Et je pense que ça fait le tour. Qu'est-ce que j'ai fait en fait pour le Clover Shell Wrapper? Étant donné que je peux juste avoir une Clover Shell Connection, puis je voulais pas prendre le temps de la mettre singleton, parce qu'elle référence un peu partout, là, c'est du changement de code, ça fait des bons commits à faire, là, beaucoup de tests. Euh, j'ai fait un constructeur, j'essaie de le trouver ici, qui reçoit une connexion à paramètres, qui assume que la connexion est établie. Donc, si j'en ai besoin, je vais juste prendre ma connexion que j'ai où ce que je suis, et je vais la passer en paramètre au Clover Shell Wrapper. Et ultimement, ma Clover Shell Connection va être un singleton. Et mon Clover Shell Wrapper va utiliser le singleton de Clover Shell Connection. Et même, ultimement, je pourrais faire que toutes mes méthodes ici sont statiques. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir une instance de Clover Shell Wrapper parce que de toute manière, Clover Shell Wrapper ne contient rien. Ça, c'est une autre chose. Je vais juste fermer mes méthodes dans le fond. Je ne sais pas s'il y a un shortcut pour toutes les fermer. J'ai des définitions de sous-classes aussi que je fais souvent un peu de partout. Ça, c'est pas super propre, mais bon. Tu vois, un folder detail, un disk space info, c'est des choses qui sont en lien avec mon Clover Shell Wrapper. Donc, ma structure de données, qu'elle soit là, je pense que c'est correct. Plutôt que si j'avais une classe dans Clover Shell qui serait disk space info, mais qui fait rien, c'est comme un truc dans le fond. Je considère que c'est correct. Je vais montrer dans le fond qu'il n'y a pas de propriété, à part con, qui est ma connexion, ici. J'ai aucune propriété. Puis ici, qu'est-ce qui va arriver? J'ai un événement dans le fond qui a besoin de ma propriété qui est con, qui est, moi, je suis enregistré sur le unconnected, puis je lance un autre événement qui est unconnected. C'est parce que dans mon autre logiciel, le helping hand, ben, j'utilisais juste le wrapper. Quand je voulais parler au NES classique, je passais jamais par la connexion. Mais étant donné que dans le tool principal, on fait des affaires assez flyées avec la connexion, des fois tu veux utiliser directement la connexion, mais des fois tu passes par le wrapper. Donc, euh, tu pourrais t'enregistrer sur tu pourrais t'enregistrer sur le on disconnect ou on connect
de la connexion, mais utiliser le wrapper pour parler en utilisant des méthodes statiques dans le wrapper. Et là, ce serait plus un wrapper, ce serait plus un Clover Shell utile ou un Clover Shell helper. Donc, je sais que c'était quand même très focus sur Nest classique, mais euh, il y a des principes quand même assez de base, donc les wrappers, les helpers, euh, les threads, les managers, les singletons, euh, l'héritance, les classes abstraites, faire des folders pour ces fichiers. Toutes des affaires quand même de base que si vous ne faites pas comme il faut, ça va frustrer du monde si vous faites du partager votre code ou vous voulez intégrer un autre développeur. Donc c'est des choses super bonnes à savoir et à bien maîtriser. Sur ce, j'espère qu'on se revoit bientôt avec le reste de l'équipe de la boucle infinie. Et à la prochaine.